Bonjour à tous, bonjour, il est, il est 17 heures. Voilà, c'est l'heure de démarrer ensemble ce Facebook Live. Bienvenue sur la page de Bouquinbec. Je suis Louis de Bernis, je travaille chez Bouquinbec, je m'occupe des réseaux sociaux, du site internet et je vais donc animer à nouveau ce Facebook Live cette semaine. Tout d'abord, merci beaucoup de nous avoir suivis jusque-là. Notre dernier Facebook Live a eu lieu il y a 2 semaines, pas la semaine passée, il y a 2 semaines, avec l'auteur Annick Davillon qui nous a partagé toute son expérience de publication. Eh bien, cette semaine, nous n'avons pas un ou une auteur, mais deux auteurs qui vont pouvoir interagir avec nous et vous partager leur vécu, leur expérience de publication. Je commence par vous rappeler rapidement bien, que nous travaillons à distance, en télétravail. Donc, si vous avez des questions le reste du temps, le reste de la semaine, nous sommes tout à fait disponibles, joignables. N'hésitez pas à aller sur notre site internet, nous écrire, on vous répondra avec plaisir. L'idée, la mission que Bouquinbec s'est fixée est vraiment d'accompagner les auteurs, de leur faire découvrir le milieu de l'édition et la publication d'un livre en les mettant en contact directement avec des collaborateurs, des réviseurs, des graphistes pour les aider à publier leurs livres. Cette semaine, nous recevons donc deux auteurs qui ont vécu cette expérience, chacun dans un genre littéraire qui lui est propre. Mais comme vous allez le voir et comme ils vont vous l'expliquer, ce ne sont pas le même genre littéraire dans lequel ils écrivent, mais ils ont en commun d'avoir chacun publié tout récemment leur deuxième livre. Donc, ils ont vécu 2 fois l'expérience de publication. La première leur a visiblement donné envie de recommencer. Et ils vont nous parler de tout ça dans l'heure qui vient. Ça devrait durer à peu près 1 heure, je pense. Nous allons passer à travers un certain nombre de questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je les relayerai soit pendant le live, soit à la fin pour que les auteurs puissent répondre et vous donner leur ressenti. Alors, sans plus attendre, je vais les inviter et les afficher à l'écran. Ça va juste prendre quelques petits instants. Hop là. Voilà. Et nous accueillons donc à l'écran, d'une part, Myriam Delille. Bonjour Myriam. Bonjour, Et d'autre part, Pierre Langis. Bonjour Pierre. Bonjour. Est-ce que vous allez tous les deux bien pour commencer? très bien. Très bien et prêt Nerveuse, à mais très bien. parler. Pardon, pardon? Nerveuse, mais très bien. Oh, tout va bien se passer. Vous allez voir, tout va bien se passer. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet et par vous présenter un peu quels sont les livres que vous avez publiés, qu'est-ce que vous écrivez. Je nous propose de commencer par toi, Myriam, que tu te présentes. Et je m'appelle Myriam Delille. J'écris depuis que je suis adolescente, en fait. J'ai toujours aimé écrire. C'est là que je m'évade, que j'extériorise aussi, qu'en fait, j'arrive pas nécessairement toujours à exprimer. Donc, c'est là mon échappatoire, je pourrais dire. Donc, je ne vais pas parler du parcours tout de suite pour me rendre à Bouquinbec, mais je vais vous présenter mes livres. Donc, j'ai Itinéraire alternatif. C'est une trilogie. C'est pour ça qu'en fait, je suis revenue pour le tome 2, évidemment. Donc, c'est un roman. Moi, j'écris des histoires fictives avec des personnages qui sont la plupart du temps des adolescents. Itinéraire alternatif, ils ont un deuxième titre à chaque tome. Donc ici, c'est On ne se lâche jamais, qui est la première règle d'une liste de règles d'amitié qui avait été composée quand mes protagonistes étaient enfants. Là, ils sont rendus adolescents et puis Emeline, dès le premier chapitre, elle disparaît. Donc, il s'amorce une enquête policière pour essayer de comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé. Et l'inspecteur interroge ses amis, sa famille, puis en découvre toujours un peu plus. Mais en parallèle, à travers les chapitres, je reviens dans le temps
pour raconter des parcelles de sa vie, parce qu'on ne la connaît pas, elle disparaît dès le début. Donc, je vais revenir dans son enfance, dans son adolescence aussi, des fois quelques jours avant. Pas nécessairement raconter de façon chronologique, mais pour apporter des petits indices ou des petits détails qui vont un peu avec l'enquête aussi. Et le tome 2, qui s'appelle Les lois nébuleuses. C'est difficile de résumer celui-là sans trop en dire non plus. J'ai fait attention dans le résumé aussi à l'arrière, mais disons que les tribulations continuent. On voit des personnages sur la page couverture, donc il y en a qui vont sortir de l'ombre, qui vont révéler des secrets, il y en a qui vont creuser un peu plus loin pour découvrir des choses que les autres n'avaient pas découvertes. Bref, je ne peux pas trop en dire non plus, il faut laisser planer le mystère. J'ai fait le tour, je ne sais pas si... les dates de publication, en fait, c'est ça. Moi, le premier tome, je l'ai publié le 30... Je me suis mis des notes parce que j'oublie les dates, moi. Le 31 octobre. Puis le tome 2, le 4 avril. Donc, vraiment, dernièrement, pendant le début du confinement. Parfait. Deux livres dans la dernière année, alors, et l'univers du roman, de la fiction, avec des voyages dans le temps. De ton côté, Pierre, c'est assez différent comme univers, quoique il y a quand même des liens qu'on pourrait faire, comme on va le voir. Je t'invite à te présenter. Merci, Louis. Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de pouvoir parler en public. J'ai passé ma vie professionnelle à parler en public. Je suis un enseignant de carrière au niveau collégial. J'ai enseigné dans les sciences humaines. Je vous le dis simplement pour que vous compreniez que mon intérêt est vraiment axé sur l'être humain et sur le développement de la conscience chez l'être humain. J'amenais même les étudiants à comprendre qu'ils doivent se connaître et connaître le plus possible le milieu dans lequel ils vivent s'ils veulent pouvoir manifester leur propre liberté. Sinon, ils vont être le jouet d'influence autour d'eux, même le jouet d'influence qu'ils ne veulent pas désirer à l'intérieur d'eux. Et je m'adressais à des jeunes adultes, ils avaient 18-19 ans, qui sortaient de leur adolescence et qui, par conséquent, cherchaient à manifester leur propre personnalité. Donc, c'était pour moi un terreau très fertile pour les inviter à fouiller à l'intérieur d'eux et autour d'eux. Et ça m'a poursuivi tout au long de ma vie, ce qui fait que, oui, j'ai publié chez vous 2 ouvrages. Le premier, je vais le présenter à l'écran. Je ne les avais pas préparés, c'est pour ça que j'ai fui l'écran quelques instants. Là. C'est Clés de libération. Et c'est un ouvrage qui permet aux gens de se libérer de fardeaux du passé. Je vous donne simplement un petit exemple. Quelqu'un fait des rêves récurrents. Le même rêve revient et revient et revient. Et il ne réussit jamais ni à le comprendre, ni à s'en défaire. Mais pour moi, le rêve, c'est un message qui nous vient de l'inconscient et qui nous invite à régler cette difficulté-là. Alors, dans Clé de libération, c'est de se libérer de ces fardeaux du passé. Mais ça n'a rien à voir, en fait, avec la psychologie traditionnelle. Ça a à voir beaucoup plus avec le fait qu'on revient dans cette vie-ci avec des mémoires provenant d'ailleurs. Donc là, je vous invite à comprendre que je crois, je suis persuadé que nous réincarnons et plus d'une fois, des centaines, voire même des milliers de fois. Donc, certains d'entre nous avons une histoire très, très vieille. Et il y a des événements dans notre vie actuelle qu'on peut régler à tous les jours. On a envie des conflits. Ce n'est pas un problème. Quand on peut y faire face, qu'on en est conscient, on les règle et on continue. Mais quand on fait face à des conflits qui sont sous-jacents, pour lesquels on n'a aucune prise, on ne sait pas d'où ça vient, là, on devient comme une marionnette, on devient le jouet d'événements qui se sont produits, on ne sait pas quand, et on ne sait pas non plus comment y faire face. Donc, Clé de libération permet de s'en libérer. Le deuxième ouvrage,
Alors, c'est pour ça, moi, je suis pas un romancier. Je me définis comme un essayiste, quelqu'un qui fait des essais, pas dans le sens de faire des essais et des erreurs, mais qui présente sa vision de la réalité, mais une vision différente de celle qu'on retrouve habituellement. Mhm. Donc, ce n'est pas la voie classique de la psychologie ni de la psychanalyse. D'ailleurs, il y a des psychanalystes qui sont aperçus en fouillant dans l'inconscient de la personne qu'il y a des situations que la personne ressentait et qui provenaient d'ailleurs. Mais je ne veux pas entrer dans ce sujet-là, on va s'égarer. Le deuxième ouvrage, c'est un titre qui est prometteur dans un sens. L'âge d'or de l'humanité est à nos portes. Or, le premier ouvrage, je l'ai publié en 2017 et celui-ci, c'est en 2020. Pourtant, il est prêt depuis 1 an et demi. Mais on me disait, c'est trop tôt, Pierre, c'est trop tôt. Et là, la pandémie est arrivée. Et là, j'ai décidé de le De le publier à ce sortir. moment-là parce que je ne parle pas de la pandémie, je ne suis pas un prophète, mais je savais que nous vivrions un événement fort, majeur, touchant tous les êtres humains sur toute la surface de la planète, au-delà même des pouvoirs politiques, des pouvoirs économiques, de tous les pouvoirs qui sont en place. On n'y peut rien. Et c'est un être microscopique qui mesure 400 millionièmes de... Bon, bref, c'est très, très petit et qui vient nous envahir. Alors, soit qu'on le voit comme un ennemi dont il faut se défaire pour pouvoir retrouver dans 6 mois, dans un an, on ne sait pas quand, la vie qu'on menait avant, ou profiter de cet événement-là pour avancer et changer radicalement notre façon de vivre. Or, ce que j'observe et ce que j'ai défendu dans cet ouvrage-là se manifeste, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui voient le côté positif de la pandémie par le fait qu'on est amené à se centrer beaucoup plus sur nous-mêmes, à se défaire de certaines habitudes matérialistes par lesquelles on pouvait fuir facilement et oublier au fond que beaucoup d'entre nous vivons un vide intérieur et cherchons à le combler par des bonheurs extérieurs qui sont éphémères finalement. Et que si on suit le chemin qui nous est guidé par ce minuscule organisme, ce virus, ça va nous permettre d'en arriver à nous reconnaître comme étant tous unis, tous les êtres humains, peu importe le sexe, l'âge, la race, la religion pratiquée, derrière une unité qui est on est tous fragiles et on doit s'unir pour passer à travers cette difficulté-là. Et ce regroupement-là va réunir les gens et leur faire découvrir qu'au fond, ils ont beaucoup plus de choses en commun que de choses qui les distinguent et qui les séparent et qui les divisent. Okay? Oui, J'en dis pas plus. tout à fait d'actualité, Ouais, effectivement, les thématiques. Merci Pierre pour cette présentation. Myriam, tu disais donc il y a quelques instants que l'écriture a toujours occupé une place importante pour toi. Est-ce que c'était une idée en tête, l'idée de publier un livre qui était présente depuis longtemps, ou est-ce que ça s'est révélé un peu plus tard? Non, au début, moi, j'écrivais pour moi, puis tout le monde me disait pourquoi tu n'essaies pas de faire publier? Des histoires sont bonnes, on pourrait, tu sais, ça serait bien, tout le monde pourrait les lire, mais moi, c'était comme non. Non, j'écris pour moi, je le faisais lire à mes proches, mais ça s'arrêtait là. J'avais pas envie d'aller plus loin, j'avais juste envie de continuer, parce qu'au début, j'avais fait une longue série de plus que 3 tomes quand même, juste pour moi au début. J'aimais aborder certains thèmes ça faisait du bien de m'exprimer en écrit, parce que, comme vous pouvez le constater, à l'oral, c'est pas mon dada. Mais plus ça allait, ces dernières années, je me suis dit, ben si j'essaie jamais, je ne saurais pas. Fait que je me suis dit, bon, je vais essayer. Comme ça, je vais pouvoir dire que je l'ai fait dans ma vie. Puis là, j'ai envoyé le premier tome de cette série-là, c'était pas Itinéraire alternatif, dans plusieurs maisons d'édition qui faisaient ce genre de roman-là. Mais c'est ça, j'ai eu des réponses au bout de plusieurs mois. C'est tout à fait normal, ça prend un certain temps. Des fois, ils disent 6 mois ou plus avant d'avoir des réponses, mais la plupart répondaient
on a déjà du matériel semblable ou on a déjà atteint le nombre de romans. Des fois, ça crève le cœur d'être obligé de dire non. Fait que, c'était encourageant. J'ai jamais rien pris de personnel. Puis, mais l'idée de vouloir publier avait germé déjà. Donc là, je me dis, peut-être que je peux me tourner vers l'auto-édition. Puis mes amis m'en parlaient aussi. Ça se peut, il y a certains endroits. Fait que j'avais cherché, mais vaguement. Puis à un moment donné, j'ai refait une recherche l'année passée, autour de fin mai, début juin. Puis là, je suis tombée sur Bouquinbec, puis j'étais jamais tombée sur Bouquinbec avant. Je ne sais pas pourquoi. C'était pas le moment, peut-être, je ne sais pas. Puis là, j'ai tout passé, le site au complet en revue. J'ai lu tout. Puis là, j'étais vraiment... Je me sentais en confiance. J'ai fait ça, c'est le genre... C'est de la publication accompagnée, mais c'est moi mon propre éditeur. Je suis présente à chaque étape. J'ai dit, c'est ça qui me correspond à moi. Et que là, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai contacté Madame Sylvie Dulac pour entamer des démarches. Ça s'est fait très rapidement. Comme je venais juste d'écrire la trilogie, je l'ai écrit très rapidement. Ça coulait tout seul quand j'écrivais. Puis, je l'ai écrit de janvier à mai. En juin, je contactais Madame Dulac. Puis, tout de suite, elle a accepté mon manuscrit. Elle me jumelé. Puis là, ça a démarré vraiment rapidement. J'étais dans l'engrenage, là. D'accord, oui, un chemin alors qui s'est fait finalement naturellement. Oui, en temps et lieu. C'était pas le moment avant, je pense. J'étais pas prête. Puis là, je l'étais. Toi, de ton côté, Pierre, quel a été le parcours que tu as suivi entre l'écriture jusqu'à la publication? Est-ce que c'était un objectif depuis longtemps ou est-ce que ça t'est apparu finalement? Oh, moi, j'avais des idées de grandeur. Je voulais publier dans une maison d'édition qui était destinée à des ouvrages euh, de grande ouverture, qui s'intéressaient à l'être humain. Je pensais aux éditions de l'Homme. Je me suis dit, c'est sans doute là que je pourrais trouver. Ou d'autres maisons d'édition comme Un Monde différent, qui est aussi une maison d'édition qui s'intéresse à illustrer la vie, mais sous un autre angle que celui auquel on est habitué de regarder la vie, voir autrement. Et puis, j'ai pensé à d'autres maisons d'édition aussi qui publient des ouvrages plus de spiritualité. Mais à chaque fois, je me suis rendu compte que le monde de l'édition, c'est un monde qui est très pas ingrat, mais très difficile. Il y a tellement d'auteurs et les maisons d'édition reçoivent tellement de manuscrits qu'ils doivent absolument faire un choix très, très sélectif. Et comme Myriam disait, en fonction de leurs propres intérêts. Mais c'est certain que si un auteur est connu, si j'étais une figure publique, et si je voulais publier, par exemple, un livre de recettes, où je pourrais être une personne tout à fait inconnue, mais utiliser le nom d'une personne connue pour publier un livre de recettes, ça se vendrait comme des petits pains chauds. Je dis ça non pas pour ridiculiser le monde de l'édition, mais simplement mentionner que nous offrons un produit, mais encore faut-il que ce produit-là touche un public que ça intéresse. Et je sais que les sujets que j'aborde peuvent être très intéressants, mais pour un certain public. Alors, la difficulté devient donc de trouver un canal de communication qui me permet de rejoindre le public, mon public cible. Et par les maisons d'édition, il aurait fallu que les sujets que j'aborde soient suffisamment intéressants pour que ce soit rentable pour une maison d'édition de OK, mais là, je suis descendu de mon piédestal pour réaliser que le meilleur chemin, c'était d'abord de pouvoir accoucher d'un ouvrage et le diffuser avec mes propres moyens. Et c'est là que j'ai confronté certaines maisons d'édition. Un de mes copains avait fait affaire avec une maison d'édition qui faisait de l'auto-édition, mais c'est une maison de France. Et il s'est rendu compte que le contact était très, très difficile. Il ne pouvait pas faire facilement de suivi.
Donc, j'ai compris qu'il fallait que je fasse affaire avec une entreprise du Québec. Et j'ai regardé quelques-unes des entreprises qui étaient offertes et Bouquin Bec s'est présenté. Puis là, j'ai décidé de plonger, mais sans savoir dans quoi je m'engageais. Et j'ai été tellement heureux, peut-être que je précède un petit peu, mais j'étais tellement heureux de la collaboration que j'ai eue. Mais le premier coup de cœur, ce n'est pas avec Mme Sylvie Dulac ni avec vous ou d'autres personnes de Québec, c'est avec le réviseur qui m'a été proposé pour la correction du texte et le graphiste. J'ai eu énormément de plaisir à travailler avec eux et ça rejoint un peu ce que Myriam disait. J'ai senti qu'ils étaient là au service de l'auteur, non pas pour transformer son produit, pour en faire un produit vendable, mais pour vraiment que mes intentions soient respectées et faire en sorte que ce soit un produit qui finalement est professionnel en termes de qualité. Et dans les deux cas. D'ailleurs, pour le deuxième livre, j'ai demandé aux deux mêmes personnes de collaborer avec moi, puis ça a été tout de suite un oui. Et puis, ça s'est fait rapidement. Voilà. Je vois. Merci. Merci. Oui, vous avez alors en commun d'avoir bien fait vos recherches alors avant de publier ce premier livre et de vous être familiarisé avec le monde de l'édition, les maisons d'édition d'un côté, qui ont effectivement leur propre code, leurs propres règles. Bouquin-Bec n'a pas les mêmes codes, pas les mêmes règles, et donc répond différemment aux attentes des auteurs. Mais justement, oui, tu parlais des collaborateurs. Alors vous, chacun de vous deux, vous n'avez pas de collaborateurs en commun. Donc Myriam, de ton côté, toi, tu as eu comme réviseur Christine Rebourg pour la révision. Et ensuite, tu as collaboré avec Alejandro Nathan pour la mise en page. Concernant l'étape de la révision, justement, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Comment est-ce que ça s'est déroulé? Est-ce que tu avais des appréhensions que ton texte soit modifié ou... Cette appréhension-là, je l'avais surtout si j'avais envoyé mon manuscrit dans une maison d'édition. Mais avec Bouquin-Bec, je savais à l'avance qu'il respectait beaucoup comme Pierre l'a dit, notre propre façon de dire les choses sans trop changer pour respecter aussi notre style. Mais déjà en partant, je suis bonne en français, donc puis j'avais Antidote pour corriger, mais je savais que c'était pas suffisant. Moi, j'étais très pointilleuse, je voulais vraiment que ce soit parfait, puis je savais qu'une réviseure était beaucoup meilleure que moi. Donc, elle allait pouvoir voir toutes les petites choses que je n'ai pas remarquées, des tournures de phrases que pour moi, je me comprenais, mais qu'en fait, le lecteur n'allait peut-être pas savoir exactement qu'est-ce qu'elle veut dire. Et que là, elle vraiment m'aidait. C'est qu'on voit après, quand elle nous le renvoie dans une marge, tout ce qu'elle a corrigé, tout ce qu'elle a modifié ou supprimé. Donc, on peut vraiment tout voir les indications. On n'arrive pas qu'un texte, puis on ne sait pas qu'est-ce qui a été changé. Donc, vraiment, c'est rassurant. Puis, on passe à travers, on approuve, ou bien on peut mettre des commentaires pour expliquer, ou peut-être un autre synonyme que celui que tu as proposé, parce que des fois, on fait des répétitions, on ne s'en rend plus compte parce qu'on l'a tellement lu, notre texte. C'est un nouveau regard que je voulais sur mes récits. Puis, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié mon expérience avec Mme Rebourg parce que la communication était tellement facile, c'était simple, c'était rapide. On voit qu'elle a beaucoup d'expérience, puis j'ai vraiment beaucoup apprécié avoir de son aide pour donner ce que ça donne, parce qu'elle a des connaissances que je n'avais pas aussi. Elle m'a appris bien des choses dans la façon de juste un peu de mise en page. C'est sûr que ce n'est pas la même chose que ce qu'Alejandro y fait, mais quand même, j'ai appris certaines choses. Puis là, quand j'écris maintenant des nouvelles, comme un nouveau roman que je suis en train d'écrire, pas le Trône 3, mais une autre chose, là, je me corrige déjà grâce à elle. Donc, j'ai vraiment aimé. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y ait autant d'interactions, à ce que, je ne sais pas combien de temps ça a duré à peu près la révision? Et on avait commencé en juin,
Puis tout le monde, on a eu nos vacances, donc les miennes, celles de Christine, celles d'Alejandro. Ça a été plus long que le tome 2, justement pour ça, parce qu'on est tombé dans l'été. Mais j'étais contente du nombre d'interactions qu'il y avait, justement. C'était, pour moi, plus rassurant que de rester sans réponse ou d'avoir peur de poser des questions. Avec elle, j'avais pas peur, j'en ai posé, puis j'en avais posé aussi à Sylvie Dulac. Je voulais tout connaître, tout apprendre, puis des fois, je devançais, en fait, les étapes. Là, ben ça va être un petit peu plus tard. OK! Donc, ouais, j'étais bien accompagnée. Toi, de ton côté, Pierre, pour la révision, comment Oui, est-ce que tu as vécu ça, cette OK. étape-là? J'ai le goût de vous raconter une anecdote. La première personne que j'ai contactée par téléphone dans le monde des éditions, c'est une grande maison d'édition de Montréal. Et le monsieur, on aurait dit qu'il avait beaucoup de temps devant lui pour jaser. C'était peut-être une période de vacances pour lui ou un vendredi après-midi où il devait retourner à la maison. Bon, bref, quand je lui ai parlé de la révision, il m'a raconté cette histoire-là. Il dit, à un moment donné, un linguiste, un professeur en linguistique de l'université nous a contactés pour publier un ouvrage. Et quand nous lui avons proposé de soumettre son manuscrit à un réviseur, il était offusqué. Il a dit, ben, franchement, je vous avoue que je ne pense pas que vous puissiez trouver de faute dans mon ouvrage. Et si vous en trouvez, je vous donne $1 pour chaque faute que vous allez trouver. Et ben, je ne suis pas certain que la maison d'édition a retenu le pari parce qu'il s'était persuadé qu'il ne ferait pas fortune avec son lit. Il aurait tellement à rembourser. Ils ont trouvé en moyenne 12 fautes par page dans son manuscrit. Et moi, je suis enseignant de carrière et je suis très pointilleux sur le français. Quand je lisais les travaux des étudiants ou leurs examens, je ne corrigeais pas les fautes parce qu'il y aurait eu 0, finalement. Mais je les soulignais par contre. Et j'étais très attentif à mes propres fautes jusqu'au jour où j'ai réalisé que j'en faisais terriblement moi-même, mais on est très mauvais juge de nos propres productions. Et avec M. Raymond, Mario Raymond, euh, c'est lui qui a fait la révision de mes 2 ouvrages. Il a procédé exactement comme pour la, 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 révision de l'ouvrage de Myriam, pour cette dame-là. Et j'ai trouvé ça fameux et j'avais une telle confiance. Il a commencé par me soumettre pour mon premier ouvrage, me soumettre 8 pages qu'il avait corrigées pour me demander si j'acceptais de continuer avec lui. Donc, pour le mettre à l'épreuve, est-ce que vous trouvez que je fais un bon travail? J'en revenais pas. Je lisais ces 8 pages-là, ça coulait comme, OK? C'était vraiment très coulant, c'était bien fait, il n'y avait rien qui accrochait. Et là, j'ai eu comme un coup de foudre. Puis par la suite, je revisais vraiment pas ce qu'il m'écrivait. Je faisais vraiment confiance et je ne l'ai jamais regretté. Pour le deuxième ouvrage, ça s'est passé sensiblement de la même manière, sauf qu'il a été plus assidu à me remettre chapitre par chapitre les résultats. Et je regardais ce qu'il avait fait comme changement, mais en diagonale. Ça m'attardait trop. Je voulais juste m'assurer que les termes que j'utilisais, qui sont parfois un peu techniques, qu'il les respectait. Mais pour le reste, il n'aimait pas que j'utilise une ponctuation pour les dialogues à l'anglaise. Mais moi, sur mon appareil, je ne peux pas utiliser autre chose que celle-là. Fait qu'il a tout repris, les dialogues, pour s'assurer d'avoir la bonne ponctuation. Et bon, ça, j'ai trouvé ça admirable. Et la relation aussi, parce qu'on fait affaire avec un graphiste. Et la relation entre le linguiste ou le réviseur et le graphiste est importante. Parce que quand il soumet ses révisions au graphiste, il veut s'assurer que le graphiste va les recevoir et les respecter, ou le graphiste peut lui faire des suggestions pour faire certains changements aussi. Et c'est important que les deux puissent bien collaborer entre eux, pas seulement avec l'auteur. Et j'ai compris que M. Raymond connaissait très bien M. Messier et réciproquement et se reconnaissaient dans leurs compétences chacun. À ce moment-là, ça fait une belle équipe à 3.
C'est effectivement tout à fait l'esprit dans lequel on travaille et c'est tout le rôle de Sylvie Dulac, c'est de Ouais, constituer vraiment pour chaque projet de livre une équipe de publication ouais. pour entourer l'auteur et l'accompagner Mhm. jusqu'à ce que le livre soit prêt, imprimé. Ouais, Et effectivement, oui, oui, quand on arrive à avoir une belle complicité comme ça, une bonne compréhension, tout ouais, devient plus facile. ouais. J'ai une question d'une personne qui regarde qui peut-être s'applique un peu plus à Myriam. Euh, la question est la suivante. Est-ce que tu as déjà été en désaccord avec la réviseure sur un point ou un autre? Je dis peut-être plutôt pour toi, Myriam, parce que avec la fiction, peut-être qu'il y a eu certaines suggestions dans l'intrigue, des choses sur lesquelles vous avez discuté. Pas au niveau de l'histoire. C'était vraiment au niveau soit de la construction de la phrase ou des fois j'avais donné l'exemple, disons, un synonyme, ou des fois, dans une phrase, je me souviens, il y avait allumé, lumière, illuminé, ça se répétait, puis là, on essayait ensemble de trouver quelque chose, puis elle m'avait suggéré quelque chose, je me souviens de ce passage-là, mais finalement, j'en ai resuggéré un autre. Ça, c'est une des seules fois, je pense, qu'un gros passage qu'elle m'avait suggéré, mais finalement, j'avais trouvé une autre façon de le formuler pour éviter toutes ces répétitions-là. Fait que, oui, ça peut arriver des fois que, puis on a tout à fait le droit, puis elle est vraiment respectueuse là-dedans dans notre décision finale quant aux corrections qu'elle nous suggère. Donc, oui, ça peut arriver, mais ça n'a pas été très, un gros changement. Dans le fond, ça ne changeait pas l'histoire. Toi, de ton côté, Pierre, est-ce qu'il y a eu parfois débat sur des termes précis, un peu techniques? Non, j'en ai pas vraiment rencontré de difficultés. Au contraire, j'aimais le fait, comme Myriam l'a souligné, on se répète souvent, on utilise souvent les mêmes expressions, ça devient redondant, alors qu'on devrait faire attention, trouver des synonymes ou l'exprimer autrement par d'autres tournures de phrases. Et c'est ce que M. Raymond faisait. Mais il y a juste un point qui m'a surpris. Moi, j'avais l'habitude d'écrire à chaque fois que, mettons, à chaque fois que. Et il a enlevé le A, c'est chaque fois que. Et pour moi, c'était comme une surprise. Mais les Québécois ont une façon de s'exprimer qui n'est pas toujours correcte. Okay? On s'exprime mieux que les Français sur bien des plans. Par exemple, au niveau des anglicismes, on fait beaucoup plus d'efforts que les Français. Mais sur d'autres, j'ai... Non, ça a été pour moi comme une découverte, mais je suis curieux de nature puis ouvert d'esprit, ce qui fait que je ne tenais pas absolument à avoir raison sur une façon de s'exprimer, pourvu que l'idée que j'exprimais puisse être bien rendue et mieux rendue, je l'acceptais. Mais c'est jamais arrivé que j'ai eu à me confronter à... Non, non, vraiment, c'est peut-être le genre d'écriture que j'ai aussi, vu que ce sont des essais et que tout au long de ma carrière comme prof, j'écrivais mes notes de cours. Et mon intention, c'est de vulgariser, de m'assurer que l'étudiant puisse me comprendre. Okay? Socrate disait, le véritable pédagogue, ce n'est pas celui qui est devant sa tribune et qui dit aux élèves, venez me rejoindre. C'est celui qui descend de sa tribune, qui, qui se met à côté de l'élève et qui lui dit, prends-moi la main et ensemble, ils marchent. Alors, pour ça, j'ai cherché toujours à vulgariser, c'est-à-dire à utiliser des termes le plus courant possible pour que le plus grand nombre de gens possible puissent saisir le message que je transmettais, en laissant aux intellectuels universitaires leur, leur jonglerie avec des termes qu'eux seuls connaissent et qui font leur réputation finalement. C'est ça. Très bien. La suite logique qui est effectivement étroitement reliée à l'étape de la révision. On passe ensuite à la mise en page, le graphisme. Myriam, donc toi, c'était pour toi assez clair dès le début que tu avais une trilogie en tête et sur le papier.
Mais est-ce que tu avais pour le premier livre, pour commencer, enfin, est-ce que tu avais pour chaque livre une idée assez précise de ce que tu voulais en termes de format, de mise en page, de couverture, tout ce qui concerne le graphisme? Pour format, c'est la grosseur du livre, dans le fond. Oui. Ben, moi, je trouve que ce format-là, il est parfait pour les romans, donc c'est 6 pouces par 9 pouces. Je trouve que ça se tient bien. Je voulais une couverture souple aussi, puis je me souviens que ma soeur a dit « Choisis une couverture souple. » Parce que des fois, quand c'est trop rigide, on a de la misère à le tenir. Des fois, ça vient plus lourd. Pour ça, ben, j'ai même pas eu à le demander. En fait, on me l'a suggéré. Puis j'ai dit oui, couverture souple, oui, ce format-là. Pour l'intérieur, moi, je ne m'y connais pas en graphisme. Donc, totale confiance à Alejandro quand il a reçu la dernière copie corrigée de Madame Rebourg. Mais à ce moment-là, il m'a proposé ce qu'il appelle des maquettes. Finalement, je pense qu'il m'avait envoyé 2 pages pour que je choisisse finalement l'intérieur, comment l'écriture du chapitre, où est-ce qu'il serait disposé. J'ai des dates de mon histoire, puis l'écriture, puis la grosseur d'écriture, mais aussi d'écrire itinéraire alternatif d'un côté et le titre du tome sur l'autre page. Puis, parfois, je change à travers l'histoire, comme je t'expliquais. Là, on voyageait dans le temps, on revenait dans le passé, voir un peu le vécu d'Emeline avant sa disparition. Puis, des fois, c'est dans le même chapitre que je change de l'enquête au passé. Puis, j'aimais ça, rajouter une petite affaire comme ça. En fait, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais moi, je mettais toujours 3 petites étoiles, là, shift 8, là, ben simple, mais je trouve ça encore mieux comme ça. Donc, c'est lui qui m'a suggéré. J'avais des choix différents. Puis, c'est ça, il faut poser d'abord les maquettes, mais ensuite, pour la couverture, oui, j'avais une idée précise pour la photo de couverture. Je voulais que ce soit une photo. Je l'ai prise moi-même pour le tome 2. En fait, c'est 4 photos superposées que j'ai des reflets, que j'ai travaillé sur Photoshop en rajoutant aussi la petite bande, on dirait comme de la fumée ou qui donne un peu de mystère. Donc, moi, je voulais vraiment que ce soit des photos, puis j'avais dans l'idée de les prendre moi-même pour les lui donner pour les mettre sur la couverture. Mais pour tout le reste, comment disposer le texte, j'avais une idée globale, mais je voulais vraiment comme un petite majuscule, puis dans le bas. C'est tout lui qui a tout. Il fait bien son travail. L'épine, même chose, je voulais qu'elle soit toute noire. Puis en arrière, pour harmoniser, que ça soit noir aussi, c'était ma demande. Puis rajouter, on voit comme la fumée là, qu'on revoit. Je fournissais la photo, puis je voulais vraiment qu'il y ait le nom de ma photographe qui a pris cette photo de moi. Puis on fournissait la biographie, le résumé. C'est tout lui qui a agencé ça. C'était parfait. J'ai même pas eu à dire non, un petit changement. Là, c'est même chose, c'est pas mal pareil, le résumé du tome 2. Les tribulations continuent. C'est le seul Oui, donc tu as été activement impliqué alors dans le travail de couverture. Est-ce que tu sais déjà quelle sera la couverture du 3e aussi, ou tu es en train d'y penser? J'avais une idée en tête, là, avec j'aurais pu la prendre cet été, mais question confinement, puis tout ça, j'aurais aimé ça trouver quelqu'un qui ressemble à un personnage. En fait, je le verrais de dos sur la photo. On va voir si j'arrive à prendre ce que j'ai dans la tête en photo cet été. Mais c'est ça. Ça devrait ressembler un peu, là, le côté mystère là, de la couverture. Toi, de ton côté, Pierre, comment as-tu vécu cette étape de la mise en page du graphisme avec notre collaborateur François Messier? Oui, avec François, d'entrée de jeu, il m'a demandé quel était le format que je désirais, quel était le genre de caractère, la grosseur de caractère et tout ça. Puis je me suis fié beaucoup sur son expérience. Moi, c'est un premier ouvrage que je publie, là, Clé de libération. Lui, il a une longue expérience derrière, ça fait que je voulais tirer profit de cette expérience-là. Et il m'a proposé les mêmes formats que pour Myriam.
6 pouces par 9 pouces et un caractère suffisamment gros pour que les gens ne se fatiguent pas à lire ou n'aient pas besoin de... Parce que c'est ça. Quand le caractère est très petit, comme les pocketbooks souvent, ça arrache les yeux ou ça prend presque une loupe où il faut vraiment, quand on passe d'une ligne à l'autre, être très attentif et c'est parfois fastidieux. Alors, le caractère qu'il m'a proposé, c'est un caractère qui est suffisamment gros pour que, je ne sais pas si vous pouvez le voir à l'écran. Non, peut-être pas. Un Mais petit peu. pour que quelqu'un, même quelqu'un qui a besoin de lunettes pour lire, puisse le lire presque sans lunettes, mais pas quand même pas trop gros. Et pour les 2 pages couverture, c'est moi qui ai choisi la photo. Je lui ai soumis une photo que j'avais vue sur Internet. Il m'a dit, il y a peut-être des droits d'auteur. Ben, je dis, ça ne m'importune pas. Il m'a dit, ça peut coûter quelques dizaines de dollars, mais à ce prix-là, vous n'aurez pas l'exclusivité de cette clé-là. D'autres pourront s'en servir. Je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit sur mon livre, que d'autres fassent la même chose, copie ou s'en servent de cette clé-là pour d'autres publications. C'est leur affaire. Moi, je ne voyais pas là la nécessité d'avoir une exclusivité, donc ça ne m'a pas coûté cher. Et pour la deuxième, c'est la même chose. C'est une photo que j'ai vue, ben, une image en fait, que j'ai vue sur Internet et qui était tellement belle et qui exprime tout à fait le thème du livre. C'est la planète Terre avec une colombe au centre, donc le symbole de la paix, et une myriade d'enfants qui se tiennent par la main de toutes les couleurs, de toutes les cultures, habillés avec des vêtements de leur patelin ou de leur ethnie et qui se tiennent la main. Et pour moi, c'est ça. C'est ça vers quoi on doit tendre pour qu'on cesse de parler des peuples humains, pour ne parler que de l'humanité, que d'un seul peuple, parce que c'est ça qu'on est. On est un seul peuple. Il faut arrêter de se diviser, de se faire la guerre. Et donc, ces 2 images-là, il est allé les chercher. Il m'a dit, bon, ben, je vais aller les chercher, mais il faut que ce soit une très haute résolution pour que ça donne une qualité de résultat. Et il m'a proposé même d'aller sur un site où je pouvais trouver des photos similaires à celles que je désirais pour mon deuxième ouvrage. Et je les ai trouvées. Je les ai soumises à François. Et ce qui fait que, par exemple, la dernière image, il y a seulement 3 images à l'intérieur du livre, mais la dernière, qui est le symbole transgenre, le fameux drapeau multicolore, si je peux le retrouver ici. L'image est splendide, elle est très, 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 très claire. Je ne sais pas si vous pouvez la voir à l'écran. Si je la mets comme ça. Oui, oui, on peut voir, oui. Oui. Et j'ai été étonné du résultat, je n'en revenais pas. Je dis, franchement, c'est vraiment de très haute qualité. Et pour le reste, c'est ça. La principale difficulté que François Messier avait, c'était de respecter ma façon, ma propre mise en page. Parce que quand j'ai présenté le manuscrit, j'avais fait ma propre mise en page, mais c'est une mise en page de prof. La table des matières a 5 pages. Juste la table des matières, c'est un ouvrage de 200 pages, mais 5 pages pour détailler chaque élément que j'aborde, parce que c'est un essai. Donc, c'est comme une démonstration que je fais sur une dizaine de chapitres, et le lecteur, je l'amène à un point de rencontre à la fin, et pour y arriver, je veux qu'il puisse vraiment faire attention à tous les aspects de l'être humain, parce que je touche à l'aspect biologique, à l'aspect psychologique, à l'aspect social, à l'aspect mental, émotionnel et spirituel, et historique aussi, et même géographique. Parce que pour moi, l'être humain, c'est un tout très complexe, mais qui contient tous ces éléments-là. On ne peut vraiment pas comprendre l'être humain si on ne touche pas à toutes les dimensions qui l'amènent à se comporter de telle façon plutôt que d'une autre. Et donc, au niveau du texte, ça m'a amené à être très, très pointilleux en termes de mise en page, mais il a respecté mes exigences et puis avec bonté de cœur.
Merci, merci pour ces deux témoignages qui traduisent vraiment l'idée qu'on a chez Bouquinbec que chaque livre soit unique et soit à l'image de ce que l'auteur veut. On ne travaille pas du tout avec l'idée d'avoir un modèle, un gabarit dans lequel faire rentrer les livres. Mais c'est vraiment important que chaque livre puisse avoir cette touche personnelle-là c'est un ensemble de petits détails, mais qui font que c'est vraiment le livre de l'auteur et qu'il n'est pas comme tous les autres qu'il y aura dans la bibliothèque. Mhm. Une fois donc passé ces étapes-là, arrive le moment de la publication, du lancement, de la sortie. Comment est-ce que vous avez vécu cette étape-là? Est-ce que c'est à ce moment-là seulement que vous avez pris conscience que vous étiez auteur quand vous avez publié le premier livre? Je suis curieux de connaître votre ressenti, Myriam, par exemple. C'est à ce moment-là que peut-être que oui, on dirait qu'avant, je n'osais pas m'attribuer le nom d'auteur, alors qu'en fait, quand on fait quelque chose, on en est l'auteur, par définition. Mais on dirait que le mot auteur, c'était grand, là. C'était quelqu'un de connu, quelqu'un qui avait vraiment publié son livre. Moi, j'écrivais des histoires depuis longtemps. En fait, je m'appelais écrivaine ou romancière, mais ouais, là, ça a été comme, on dirait, plus... c'était tangible, c'était vrai, là. Fait que la sortie du livre... En fait, je pense que j'avais attendu longtemps avant d'en parler à mes proches parce que ça me stressait quand même pendant qu'on était dans les démarches de la révision puis du graphisme. À un moment donné, là, je l'ai vraiment annoncé. Là, c'est concret, là. Puis, ce que j'ai proposé, j'ai pas attendu au dernier moment, au moment que j'allais le sortir, parce qu'en fait, je voulais faire une prévente, ce qui allait me permettre finalement de financer l'impression des livres, savoir aussi quel nombre imprimer pour ne pas en imprimer trop, puis je voulais pouvoir vendre la majorité de ceux que... Donc, c'est pour ça la prévente. J'ai pas fait de lancement. Je me sentais pas prête à ça. On dirait que tout ça a déboulé trop vite. Puis j'y avais pensé, mais je ne savais pas où le faire, comment m'organiser, puis tout ça. Puis je me suis dit, c'est pas une étape obligatoire non plus. Puis je me suis écoutée, puis je me suis dit, OK, là, c'est stressant pour rien. Non, on ne fera pas de lancement. Puis là, après, rendu au tome 2, ça tombait en plein confinement. C'est une bonne excuse pour pas faire. Non, c'est pas vrai, j'en aurais pas fait non plus. Peut-être un jour, si après la trilogie, dans 1 an ou 2, si je publie un autre livre, peut-être qu'à ce moment-là, je ferai quelque chose de plus officiel là, pour l'annoncer. D'accord, donc tu as avancé à pas feutrés et tu l'as presque dévoilé au bout d'un moment. Mais oui, oui, pourquoi pas un lancement de la trilogie un jour en se Ben oui, préparant à je l'avance. ferais. Qui sait? Toi, de ton côté, Pierre, est-ce que tu as pu faire un lancement, en parler avant, ou est-ce que tu as préféré être discret jusqu'au dernier moment? Ah, ça a été deux expériences très, très différentes. Le premier ouvrage, j'ai fait un lancement public à un endroit près de Grenby. Je faisais partie d'un groupe qui se rencontrait régulièrement pour méditer 2, 3 fois par semaine. Donc, à travers ce groupe-là, j'ai fait plusieurs rencontres, peut-être 150, 200 personnes différentes. Et j'ai demandé à celui qui était propriétaire de ce centre-là s'il acceptait que je puisse faire mon lancement chez lui. Il a dit pas de problème. Et là, j'ai lancé l'invitation à tous ceux qui fréquentaient ce centre-là. Il y a eu 35-40 personnes qui se sont présentées. Ça m'a surpris, j'en attendais pas autant. Et toutes sont venues pour acheter l'ouvrage, puis j'ai fait une dédicace à chacun. Et là, je me sentais vraiment là, dans le monde de l'édition. Là, je me suis vraiment senti auteur. J'avais publié avant, mais c'était des notes de cours pour les étudiants. Ils étaient obligés de les prendre, de les lire s'ils voulaient passer les examens. Tout ça. Tandis que là, le contact est très différent. C'est le client qui nous choisit. Ce n'est pas nous qui choisissons le client. Et
C'est un monde qui peut être très, très dur pour celui qui n'a aucune forme de reconnaissance de qui que ce soit. Mais donc, pour le premier livre, ça s'est bien passé. Puis par la suite, j'ai fréquenté quelques librairies spécialisées, des librairies ésotériques. J'en laissais à la personne en lui disant, bon, ben, si tu les vends, tant mieux. Et puis, on s'entendait sur une ristourne, mais ces gens-là demandent très peu finalement. Et par des amis aussi qui offraient des soins à domicile, des soins en énergie, et qui pouvaient rencontrer des gens pour qui Clé de libération pouvait être un outil d'introspection puis de développement personnel. Pour le deuxième, là, j'arrive, comme pour Myriam, en plein confinement. Et j'avais quitté Facebook et là, j'ai décidé d'y retourner. Et ce que j'ai fait, je l'avais fait pour Clé de libération aussi, mais c'était comme une deuxième manière d'approcher le public, Facebook. Mais cette fois-ci, j'ai construit ce que j'appelle des capsules. Et ceux qui nous écoutent en ce moment peuvent aller voir s'ils sont euh, des abonnés de Facebook, simplement à Pierre Largis. Et vous allez voir à ma page, on appelle ça le fil d'actualité, vous pouvez retrouver les 12 capsules que j'ai créées chez moi en texte, mais dans une capsule colorée. Mais j'en ai fait une photo pour que ce soit reproduit tel quel sur Facebook. Autrement, Facebook ne publie qu'un texte froid, insipide. Et je les ai conçus comme des teasers, pour donner de l'appétit aux gens. Et peu à peu, je les amenais vers le sujet de mon livre, mais en ne disant que quelques petites choses. C'est seulement la 6e capsule que je leur donnais la photo de la page couverture. À la 7e, le titre. Et ensuite, pourquoi ce titre-là plutôt qu'un autre? Et la 4e page de couverture, qui est l'endo, pour leur montrer au fond qu'elle était une forme de résumé de l'ouvrage, un peu comme Myriam le fait de son côté aussi, sans révéler le punch. Et à la 12e capsule, ben, un petit peu avant, je leur disais qu'ils pouvaient acheter l'ouvrage de 2 manières, soit en faisant affaire avec Bouquinbec, et je les renvoyais au site de Bouquinbec avec la page où mon ouvrage apparaît, avec le processus par lequel ils peuvent l'acheter en ligne. Ils pouvaient aussi acheter la version EPUB parce que j'ai voulu, dans les 2 ouvrages, que M. Messier, le graphiste, fasse une version numérique pour ceux qui ont une liseuse ou qui veulent le lire sur leur iPad ou sur leur ordinateur. Et donc, là, j'ai invité les gens soit à l'acheter chez Bouquinbec, soit à venir se le procurer chez moi, surtout pour ceux qui demeurent dans un peut-être 15-20 km de chez moi, et que je leur offrirai à ce moment-là une dédicace. Alors, un nouvel appât, un petit bonbon pour ajouter un peu de saveur à cet ouvrage-là. Et puis là, ben, j'attends les résultats maintenant. Là. On verra dans les prochains mois ce que ça va donner comme résultat. Mais jusqu'à maintenant, l'accueil est très favorable. Je l'aime beaucoup. D'accord, donc la situation t'a poussé à te lancer sur les réseaux sociaux. Oui, oui. Nous avons d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, si ça vous intéresse, vous pouvez tout à fait aller sur notre site internet. On a rédigé un guide de la promotion que vous pouvez télécharger, consulter gratuitement, dans lequel on parle notamment effectivement des réseaux sociaux. Toi, de ton côté, Myriam, je sais que tu as une page Facebook et puis même si, comme tu le disais, tu n'as pas fait de lancement parce que ça te paraissait un peu gros, tu as quand même fait quelque chose de plutôt grand qui s'appelle le Salon du Livre de Montréal. Et comment as-tu vécu ça? Ah, c'était quelque chose de dire, moi, au Salon du Livre, je venais seulement de le publier le 31 octobre. Le Salon du Livre était quoi, le 23 novembre? Oui, c'est ça. Cette date-là. Donc, c'était très, très rapproché après ma sortie. Ma sortie, c'est pas un film, quoique ce serait bon en film. Juste après ma publication, j'ai vu, c'est toi qui avais partagé l'opportunité finalement de choisir une plage horaire pour le Salon du Livre. Donc,
quand j'ai décidé, j'ai fait, ben oui, il faut que je participe. Ben là, il restait quasiment plus de place. Là, je me dépêchais. Je dis, non, il faut qu'il y ait. Hey, c'est une expérience à ne pas manquer. Donc, je me suis retrouvée le premier bloc de 2 heures le samedi matin, donc à l'ouverture. Il n'y avait pas encore beaucoup de monde. Donc, le temps qu'ils se rendent au kiosque, je veux pas, les gens circulent dans tous les sens, c'est gros à Montréal. Fait que j'ai pas eu tant de visites au moment où je faisais des dédicaces. Mais j'ai quand même vendu, puis des gens venaient jaser avec moi, essayer de comprendre c'était quoi, pas juste c'est quoi l'histoire, mais c'est quoi ton cheminement. Donc, c'était vraiment intéressant de pouvoir discuter avec les gens. Puis, j'ai rencontré Christine Rebourg en personne. Ça a été une belle rencontre aussi. Oui, je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu le faire. Puis, je m'étais inscrite aussi au Salon du livre de Québec, mais évidemment, les rassemblements sont devenus interdits. C'était fin avril que ça devait avoir lieu. Celui-là, je l'avais visité quand j'étais adolescente. J'habitais dans une ville proche, puis on y allait avec l'école. Donc, le Salon du livre de Québec, c'est encore pour moi quelque chose de « Wow, ça va être moi là, qui va être là. C'est pas moi qui va aller voir des auteurs. Je vais être une des auteurs. » C'était réel. Là, mais je vais me reprendre. Hein, il va y avoir une autre occasion. Mais sinon, moi aussi, pour les réseaux sociaux, mais comme tu disais, je suis sur Facebook, Myriam Delisle, auteure. Puis sur Instagram aussi. J'ai fait aussi un site Internet. Il est transactionnel mais par PayPal, en fait. Il y a des boutons PayPal, donc on peut se procurer mes livres. Puis j'ai fait un blog aussi sur... j'ai pas beaucoup eu le temps d'alimenter en billets de blog depuis le confinement, mais j'ai plein d'idées, fait que vous irez lire qu'est-ce qu'il y a pour le moment. On peut aussi se procurer mon livre sur le site de Bouquinbec et sur ma boutique qui est sur Etsy, mais qui est de mon autre entreprise finalement. Donc, c'est cela. Oui, pour expliquer rapidement en fait à ceux qui nous écoutent, les salons du livre, en fait, Bouquinbec participe chaque année au salon de Québec et de Montréal. Et effectivement, on offre la possibilité aux auteurs qui ont publié des livres avec nous de participer avec nous à cet événement. Et c'est toujours intéressant et de pouvoir rencontrer des gens. Toi, tu disais, tu as rencontré Christine Rebourg, la réviseure de ton livre, mais je me souviens bien, j'étais là, j'ai vu la scène et au début, tu ne l'avais pas reconnue pour la bonne et simple raison que vous ne vous étiez jamais rencontrés. Non, elle avait vu ma photo, mais je crois qu'au tout début, je l'avais trouvée, je ne sais plus de quelle manière, je l'avais vue en photo, mais dans les tout débuts, puis j'ai retourné voir. Donc, elle avançait vers moi. Je voyais dans son regard qu'elle me connaissait, puis moi, je me disais, qui? Elle s'est tout de suite présentée. Fait que, non, c'était vraiment agréable de l'avoir. Enfin, c'est avec elle que j'ai le plus collaboré, on a fait le plus d'échanges, puis on s'entendait super bien. C'était vraiment une belle surprise de l'avoir. Ces événements, ouais, sont une belle fête et permettent de rencontrer parfois les collaborateurs comme ça. Ce sont des beaux moments. Question pour vous, donc, qui avez récemment publié votre deuxième livre. Est-ce que, alors toi, dans ton cas, Myriam, c'était une trilogie dès le début, donc c'est la suite logique des choses. Mais est-ce que plus particulièrement, le fait de publier un premier livre vous a encore plus encouragé, donné encore plus envie? Pour moi, oui, parce que j'avais trouvé justement, c'est pas une maison d'édition, c'est de la publication accompagnée. Et je trouvais que c'était ça, comme je disais tantôt, qui me convenait pour moi. Donc, c'était clair que si je continue, puis au fil des ans, j'écris d'autres livres, je reviendrai avec Bouquinbec, ça c'est certain. Parce qu'on est vraiment, le mot le dit, on est bien accompagné tout au long du processus. Les gens sont disponibles, puis vraiment rapides pour nous répondre. Puis j'en avais des
Donc, oui, je reviendrai, ça, c'est sûr. Toi, de ton côté, Pierre, est-ce que c'était aussi une suite logique? Est-ce que cette deuxième... De revenir à Bouquinbec pour le deuxième? D'écrire un deuxième livre et puis de le Oui. faire avec Bouquinbec, oui, pareil. Ben, après le premier, j'avais le sentiment que j'en écrirais d'autres, mais sans avoir d'idées préconçues, sans avoir trouvé de sujet. Le sujet s'est imposé de lui-même. J'ai eu comme une intuition, j'ai vu un rapprochement que je pouvais faire euh, entre deux approches différentes de l'être humain. Je les ai jumelées, puis je me suis aperçu que c'était ça, que c'était vraiment ce qu'il fallait que je fasse. Ça m'a pris 1 mois pour l'écrire, même si c'est 200 pages, mais j'étais comme dans un flot d'inspiration et je me suis laissé guider. Et j'ai mis ça à reposer pendant 1 an ensuite. J'ai terminé de le lire, je pense que c'était en mai ou juin 2019. Et je l'ai ressorti seulement en mars de cette année, pour les raisons que j'ai mentionnées. Je voudrais juste raconter une petite anecdote et sans doute que je vais aller au Salon de Montréal et de Québec pour le deuxième ouvrage. Mais j'ai participé à quelques salons ésotériques, salons Harmonie. Et le premier ouvrage, je n'ai pas présenté le deuxième encore, mais le premier ouvrage, Clé de Libération, il était sur la table, les gens passaient, certains ne le regardaient pas du tout, d'autres s'arrêtaient, réfléchissaient un petit peu et continuaient. Mais ceux qui s'arrêtaient et qui prenaient mon ouvrage dans les mains partaient avec. Il y avait comme une connexion qui s'installait chez eux à partir du moment où ils tenaient le livre dans leurs mains. Je ne sais pas comment expliquer le phénomène, mais je sais qu'une de mes amies, quand elle a lu Clé de Libération, elle m'a dit, Pierre, je ne lis pas ton texte, je t'entends. C'est comme si j'entendais ta voix. Donc, je sens que, en tout cas, je parle pour moi, les autres auteurs peuvent parler pour eux-mêmes, mais pour moi, ce que j'ai écrit, c'est vraiment ma fibre sensible et j'y mets tout mon cœur et je pense que ça se traduit ensuite dans la manière de le recevoir pour le lecteur. Ah oui, intéressant. Alors, ça attrape l'œil et pas seulement. Ouais. C'est oui, une belle expérience. Ouais. Vous nous avez partagé un certain nombre d'anecdotes. Est-ce qu'il y en a une qui vous viendrait en tête en guise de conclusion concernant toute cette aventure de publication que vous avez vécue? Toi, Myriam, est-ce qu'il y en a une? Bien, une à laquelle je pense, en fait, c'est qu'avant que tout démarre, vraiment, mais on était encore dans la période de la révision. Probablement qu'inconsciemment, j'avais toutes sortes de craintes, puis d'appréhensions, puis en fait, quand je ne sais pas encore qu'est-ce qui s'en vient, je m'invente des histoires. Bref, ça a fini avec un rêve vraiment ridicule. Puis, j'arrivais au Salon du Livre, je n'avais pas mes livres, je n'avais pas le numéro de kiosque. Puis là, je me suis rendu compte que c'est impossible. Voyons, j'aurais vérifié plein de fois si j'avais tout ce que je... Puis je ne me l'ai pas fait encore donner, le numéro de kiosque. C'est normal, je ne le sache pas. Non, je suis en train de rêver. À partir du moment où je savais que je rêvais, genre, c'est correct, je vais faire ce que je veux. Et que j'arrive au Salon du Livre, il y avait une table à l'entrée, c'était pas pareil, là, comment c'était fait. Puis il y avait tous les livres, les nouveautés, en fait. Je repère le mien, évidemment, c'était le tome 1 à ce moment-là. Je fais, ben, c'est parfait, c'est la couverture que je voulais, le format, tout est beau. Mais là, je l'ouvre, c'est pas du tout mon texte. Puis au travers, il y a des photos de dinosaures. Non. J'ai comme eu un début de panique, mais je me suis souvenu que je rêvais. Genre, c'est correct, il n'y a rien de vrai. Et que là, je me dis, ben, je vais chercher mon kiosque. Je me ramasse au fond d'un sous-sol, au bout d'un couloir avec des petites tables de maternelle, de classe de maternelle. Ça ne pouvait pas être plus absurde. Il y avait des gens présents, fait que je les arrête, je fais, il n'y a rien qui est réel, c'est moi qui suis en train de rêver. Les figurants de mon rêve sont restés bêtes, puis ils ne savaient plus quoi faire, là. Ils ne savaient plus quel rôle jouer dans mon rêve. Fait que là, c'est là que je me suis réveillée. Il faut que je raconte ça à Christine. Fait que là, je lui raconte, elle dit, je pense que vous pensez un petit peu trop à votre livre, mais tout va bien aller, c'est normal aussi.
Fait elle m'a même proposé, elle dit, il faudra en faire une nouvelle après le drone 3. Effectivement, ça serait drôle, mais là, je l'ai raconté. J'avais toutes sortes de craintes dans mon rêve, tout ce qui aurait pu mal se passer. Il n'y a rien de tout ça qui est arrivé. Tout s'est très bien passé. Bon, heureusement, si, oui, heureusement, si la mauvaise expérience s'est cantonnée dans ton subconscient, dans les mauvais rêves. Il fallait que je me libère de ça. Est-ce que toi, Pierre, de ton côté, ça va? Tu fais des mauvais rêves aussi ou est-ce que tu dors plus paisiblement? Non, les rêves que je fais ne sont pas de cette nature-là du tout. Non, moi, c'est comme si je parcourais un long fleuve tranquille. Je suis à la retraite depuis déjà un bon bout de temps, depuis 2003. Et l'écriture, pour moi, c'est pas un besoin en termes de revenus. C'est vraiment un désir de partager. Et je partage déjà beaucoup à travers mon réseau de relations. J'offre des soins en énergie au domicile avec mon épouse. Et ça se passe surtout à ces moments-là. Mais j'accumule au fil des jours, au fil des ans, des expériences qui vont m'amener sans doute à vouloir écrire à nouveau, mais j'ignore sur quoi, sinon peut-être une suite à cet ouvrage-là. Si jamais je suis encore vivant au moment où l'âge d'or de l'humanité va s'installer, je vais sûrement écrire là-dessus à ce moment-là. Mais c'est farfelu, mais je me programme à vivre au moins 450 ans pour être là. Très bien. Si j'avais une anecdote, ce serait celle-là, ce serait une folie. OK? Mais en santé. Je ne veux pas ressembler à un cadavre à 450 ans. Folie de longévité, alors. Oh, oui, c'est ça. C'est ça. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Je regarde pendant qu'on se parlait, on a répondu à un certain nombre de questions. Il y avait aussi, eh bien, Alejandro qui était connecté, qui a pu répondre à un certain nombre de questions. Je pense qu'on a bien pu aborder tous les aspects de la publication et de vos expériences. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter ou si vous pensez qu'on a bien fait le tour. Je pense qu'on a bien fait le tour. Oui. Moi, je suis très, très, très heureux de l'expérience. Merci beaucoup de m'avoir invité. Oui. Très bien. Ben, je vais remercier déjà tous ceux qui ont participé, qui ont regardé ce Facebook Live, qui ont commenté. Un grand merci également à vous deux, Myriam et Pierre. J'ai vraiment aimé. Il y a plein de belles idées et valeurs qu'on a évoquées. Ces idées de communauté, de partage. Et c'est vraiment ce qui est au cœur souvent d'un projet de livre et de ce que les auteurs ont en tête et dans le cœur. Voilà, je pense qu'on a eu un bon aperçu de ce que peut être un premier projet de livre, puis un second. Si jamais vous avez des questions, vous voulez en savoir plus, vous pouvez tout à fait aller sur notre site internet. Il y a une section ressources, il y a notre blog qui est disponible. Et puis, si jamais ça vous a donné le goût de publier aussi, eh ben, n'hésitez pas à nous écrire. On répondra avec plaisir à vos questions. On est là pour ça. Si vous voulez aussi partager ce live, vous connaissez des gens peut-être qui seraient intéressés, il va être disponible sur la page Facebook de Bouquinbec. Donc, vous pourrez tout à fait le faire suivre, l'envoyer par message. Merci à tous donc et à très bientôt. Voilà, c'est la fin de ce live.